Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un petit peu comment le HEPM permet de comprendre le fonctionnement psychique. Alors, le fonctionnement psychique, c'est quoi? C'est notre recherche permanente de satisfaction. C'est ça, c'est ce pourquoi notre psychisme est fait. Il est fait pour trouver la satisfaction, pour être heureux. Donc, on va s'appuyer sur deux choses. D'une part, sur le calcul psychologique et d'autre part, sur la représentation de ce fonctionnement psychique, donc le schéma. Alors, très succinctement, parce que je prends que quelques minutes, vous avez les cours, c'est plus de 3 ans, qui vont dans le détail, qui expliquent comment, pourquoi, qui vous permettent de savoir, mais vous avez peut-être envie d'avoir un aperçu de ces cours, un petit aperçu de la façon dont je présente ça, et avec laquelle, bon, aujourd'hui, les premières promotions de l'EHEPM sortent, et des gens qui sont capables de mettre en œuvre et d'appliquer toutes ces lois, ce qui est absolument merveilleux. Alors, on va passer dans un premier temps 30 secondes sur le calcul psychologique. Alors, le calcul psychologique permet quoi? Eh bien, il va permettre de choisir la meilleure option. Il va permettre, quand on a un désir A, un désir B, un désir C, de trouver celui qui va nous apporter la meilleure solution, la plus grande satisfaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va anticiper les conséquences. Et alors, si le choix A nous donne quelque chose de bien, mais le choix B, par exemple, de manger, excusez-moi, je reprends cet exemple, mais c'est important, des bonbons, mais de façon raisonnable, eh bien, on va éviter les caries. Si, par contre, on mange trop de bonbons, ça va être dangereux. Les conséquences, c'est qu'on va avoir des caries. Si on n'en mange pas du tout, on se bloque, on se moralise, il faut pas, c'est catastrophique. C'est pas bon non plus, parce que on va devoir compenser ce qu'on s'interdit de façon moralisante. Donc on va passer dans l'ambivalence, c'est-à-dire dans le pôle contraire, mais tout aussi mauvais. Alors la troisième chose qui va nous arriver, c'est que ce calcul nous apporte une satisfaction immédiate. Elle nous apporte une satisfaction immédiate parce que quand on résout un problème, le fait de le résoudre nous apporte une confiance, une satisfaction, une tranquillité. Et ça c'est déjà, je dirais, un premier point. Savoir se contrôler. Quand on se contrôle, d'accord, les conséquences vont être bien meilleures, mais déjà avoir le sentiment qu'on est aux commandes. Homme ou femme, quand vous conduisez votre voiture, vous êtes aux commandes. Vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez accélérer, vous pouvez freiner. Vous êtes aux commandes. Quand vous êtes en train de faire la cuisine, vous pensez au résultat, mais vous êtes aux commandes. Vous allez faire frire les oignons, vous allez éplucher les pommes de terre, vous allez mettre le chou-fleur au four. Vous avez le sentiment d'agir, et vous avez le sentiment d'agir de façon raisonnée, raisonnable et de façon appliquée. Et ça, quand on est conscient de ce qu'on fait, quand on est conscient de ces actions, c'est merveilleux.
Alors que souvent au bureau, on fait ça, oh, il faut le faire, c'est un moralisme, c'est il faut. Il faut, c'est le moralisme. Non, même au bureau, je vais rédiger un rapport. Euh, c'est embêtant? Non, c'est pas embêtant, c'est agréable de manipuler la langue française, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir leur transmettre quelque chose. C'est pas très intéressant. Peu importe, vous transmettez quelque chose. C'est quand même extraordinaire. Vous êtes capable, avec quelques mots, de faire en sorte que quelqu'un d'autre va comprendre un fonctionnement ou va avoir des données pour faire son travail, lui, un peu mieux. Donc, voilà le but du calcul psychologique. Alors, on va voir comment le calcul est un vrai calcul. C'est pas un calcul, c'est pas une expression à la légère. C'est vraiment un calcul comme en mathématiques, comme en physique, on fait des calculs. Bon. Alors, le schéma, c'est notre plan, c'est notre orientation intérieure. Alors, on va passer par exemple de ce point rouge A à ce point rouge B, en passant par ici ou bien en passant par là. Là, il y a un sens unique, là, d'un autre point. Bon, on va pouvoir s'orienter. Et quand on peut s'orienter, ben, on est beaucoup plus heureux que quand on est perdu dans la nature. Si je vous envoie je sais pas, à Budapest ou bien à Tananarive et que je vous ne donne pas de plan, vous allez chercher dans la ville, vous allez être perdu. Si je vous donne un plan, vous allez être rassuré. Et si vous êtes rassuré, vous allez déjà beaucoup mieux. Si vous êtes inquiet, d'abord, vous n'allez pas avoir des réactions normales, vous allez avoir des réactions un peu comme de stress, vous allez ne plus arriver à réfléchir et vous allez faire des bêtises, vous allez perdre du temps et ainsi de suite. Et plus on fait de bêtises et plus on est inquiet. Bon. C'est également le schéma, la notion de système et la notion de rétroaction. Nous sommes tout dans la nature, tout est système. Il n'y a pas d'élément dans la nature qui ne soit en boucle de rétroaction et qui ait un feedback. Hein. La croissance continue, extraordinaire, qui ne s'arrête pas, c'est une vue de l'esprit, tout est limité. La Terre est limitée dans ses ressources, l'homme est limité dans sa vie, tout est limité. Hein. Donc, s'il n'y a pas de rétroaction, il n'y a pas de système. Donc, une rétroaction, c'est-à-dire que je donne une entrée, le système, le fonctionnement psychique va agir, mais en fonction de l'action, eh bien, il va y avoir un retour d'information qui va permettre de recommencer, de changer ou d'arrêter ce qu'on est en train de faire. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous donne pas de satisfaction, bah, en général, vous allez vous arrêter. Se taper sur la tête, c'est très agréable, mais au bout d'un moment, ça finit par faire mal et être désagréable, donc on arrête. Bon. Donc, il y a ce système, ce schéma permet d'avoir cette rétroaction. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est un support pour le raisonnement. Alors, ce support, c'est quoi? C'est le fait que les objets du monde intérieur sont des noumènes, qu'on va, au lieu de dire objet du monde intérieur, on va mettre simplement noumène au sens qu'il a été défini par le passé, dont Kant et Leibniz ont utilisé. Et entre deux noumènes, donc entre deux objets du monde intérieur, il y a une transformation. Et la transformation, c'est une fonction psychique qui va transformer un désir en motif, qui va transformer un motif en action. Donc vous voyez bien que on va avoir, grâce à un schéma, la nécessité de montrer quels sont les objets du monde intérieur
et de montrer quels sont les liens, les rapports, les transformations, les fonctions psychiques qui permettent de passer de l'un à l'autre. Avec ce raisonnement, qui est un raisonnement logique, un raisonnement qu'on va pouvoir mathématiser, eh bien, on va avoir une méthode de travail. Et avec une méthode de travail, on fait des merveilles. Pas soi-même, mais la méthode. La science fait des merveilles. La science est là pour expliquer ce que l'on constate. Et on se rend compte que pour tout le monde, tout est identique. Et qu'on a les mêmes réflexes. Pourquoi dans une salle de théâtre, pourquoi dans une salle de cinéma, tout le monde, des gens qui ne se connaissent pas entre eux, des gens qui ont un passé tout à fait différent, qui ont des conditions de vie complètement différentes, vous avez des riches, des pauvres, vont rire au même moment, ou pleurer au même moment. Donc ils vont avoir des réactions. C'est pas parce que les autres pleurent ou rient qu'ils rient. C'est parce que les images évoquent, soit au théâtre, des situations dans lesquelles ils se reconnaissent. Et se reconnaître, c'est reconnaître ses erreurs. Et quand on reconnaît ses erreurs, on se libère de ses erreurs. Et quand on se libère de ses erreurs, on rit. Et si par contre on fait des erreurs et on s'enfonce dans nos erreurs, alors là on se met à pleurer parce que ça devient dramatique, ça devient effrayant, ça devient bon. Donc si on a tous les mêmes réactions, c'est qu'on est tous soumis aux mêmes lois. Et le but de la science, c'est de découvrir ces lois. C'est tout simple, hein. La science est là pour nous aider, la science nous tire. J'ai l'impression, si vous voulez, de courir derrière quelque chose, parce que la science, je ne peux pas dire c'est une personne, c'est quelque chose qui m'ouvre des portes, vers des conclusions de plus en plus intéressantes qui me permettent de prévoir de mieux en mieux ce qui se passe à l'intérieur de moi et de ce qui va se passer. Alors, le calcul et le schéma, comment les réunir? Alors c'est assez simple. D'une part, énergie et mouvement intérieur, c'est la base de la physique, c'est également les deux grandeurs qui permettront de faire véritablement le calcul. Et ces deux grandeurs permettent ça permet de calculer la trajectoire intérieure, la démarche que l'on a dans la vie, la démarche vis-à-vis du monde. Alors d'une part, l'énergie, c'est l'énergie, alors en physique c'est cinétique et potentielle. Dans le monde intérieur, c'est l'énergie accidentelle et plus l'énergie essentielle. Et il y a un échange permanent entre l'énergie essentielle et l'énergie accidentelle. Et c'est cet échange qui est merveilleux. Cet échange, c'est la vie, parce que le mouvement, c'est la vie. Et d'autre part, vous avez une quantité de mouvement, et cette quantité de mouvement, eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de nous? Allez, je vous pose la question, qu'est-ce qui bouge en dehors de nous? À l'extérieur, dans le monde extérieur, c'est cette paire de lunettes, elle a dans un repère X, Y, Z, elle va avoir un X, un Y et un Z qui va permettre de la situer soit ici, soit là. Donc avec 3 coordonnées, je saurai où est-ce qu'elle est, à partir d'un référentiel. Eh bien, dans le monde intérieur, et cette paire de lunettes, si je la lâche, elle va tomber, si je la jette, elle va tomber, mais un peu plus loin, etc. Et je vais étudier le mouvement de cette paire de lunettes. Eh bien, la quantité, qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de nous? Eh bien, ce sont tous nos noumens. Ce sont tous nos objets du monde intérieur qui vont évoluer dans le temps. Nos motifs évoluent dans le temps. Vous n'avez pas les mêmes envies, vous n'avez pas les mêmes désirs quand vous êtes jeune ou quand vous êtes âgé. Vous n'êtes
dans la journée, entre le matin et le soir, il y a beaucoup de motivations qui changent. Vous allez partir joyeux et en train, on va vous faire une réflexion désagréable, vous allez être vexé, vous n'aurez plus aucune motivation. Donc vous voyez que vos motifs, ils évoluent, ils bougent dans le temps. Alors c'est quand même génial si on arrivait à trouver comment ils évoluent, pouvoir prédire pourquoi je vais être vexé, la conséquence de ma vexation, et comment je vais faire pour m'en sortir. Bon, alors, si M est le motif, eh bien, ça correspond au X dans le monde extérieur. X étant une distance, X de T, c'est la distance qui va varier dans le temps. Eh bien, M, c'est le motif, et T, c'est le temps. Donc, M, le motif, va varier dans le temps. Bon. Alors, sa vitesse, la vitesse à laquelle on modifie nos motifs, fois l'élan, c'est-à-dire l'élan qui est propre à chacun. L'élan, c'est l'équivalent de la masse. Quand vous avez un objet, eh bien cet objet, je reprends encore mes lunettes, excusez-moi, cet objet a une certaine masse. Et puis, elle a une vitesse à un instant T donné, elle peut être nulle, cette vitesse, elle peut être grande, et elle peut être vers le haut, vers le bas. Bon, eh bien, avec la quantité de mouvement qui va se conserver, va donner, si vous voulez, une caractéristique à chacun. À chacun, c'est son élan, c'est sa capacité, son élan, c'est sa capacité à vouloir comprendre pourquoi il vit, à vouloir comprendre qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie. Ça, c'est sa donnée de base, je dirais, qui fait que il va avoir certaine inertie, une certaine l'inertie c'est donné par la masse, hein, et là c'est la même chose. Votre élan va créer un momentum entre guillemets, c'est-à-dire elle va vous demander de réagir. Alors si je prends là je vois des gens sauter en parachute, en chute libre, bon, on va étudier le mouvement. Et vous savez qu'en physique, ce mouvement, il est tel que si je laisse un objet ici et je le lâche, il va tomber verticalement. Okay. Si je le jette devant moi, il va tomber aussi, mais en décrivant une parabole, et plus je le jetterai loin, plus il ira loin, mais au bout d'un temps donné, c'est-à-dire d'une seconde, il sera ce même objet mais lancé 3 fois de façon du même endroit, et bien il sera à la même distance du sol ici qu'il soit tombé sans vitesse initiale ou avec une vitesse initiale. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la personne qui a des motifs, eh bien elle va transformer ces motifs, et ces motifs vont être au bout d'un certain temps pour ces 3 personnes exactement dans le même état et à la même distance, de la distance de transformation. Si il n'y a pas de vitesse essentielle, c'est-à-dire que si vous êtes attiré par des désirs terrestres, hein, le désir spirituel en vertical qui arrive à 0, c'est-à-dire au niveau des désirs terrestres. Hein, c'est les 3 coordonnées, c'est notre référentiel intérieur. Tout ça, c'est expliqué dans le cours et je peux faire là qu'un raccourci. Mais on a donc un plan qui est matérialité et sexualité, sur lequel vous avez une élévation qui est le plan spirituel, c'est-à-dire le sens de la vie, la nourriture de l'âme. C'est quoi la nourriture de l'âme? C'est la compréhension, c'est tout, c'est simple. Hein. La nourriture normale, c'est ça, et c'est ce que vous mangez tous les jours. Et la nourriture sexuelle, c'est l'éducation de vous-même, hein, et le partage de cette éducation avec
avec votre partenaire et vos enfants si vous en avez, mais au moins avec les autres d'une manière générale. Donc on a si on a une vitesse essentielle, alors les désirs terrestres ne seront plus ceux qui nous attirent brutalement, instantanément. Vous voyez un plat, vous allez vous jeter sur le plat parce qu'il aura un attrait, il sera joli et la nourriture va vous attirer, voilà. Alors que vous pouvez réfléchir, est-ce que j'ai vraiment faim, et donc faire un contrôle de vous-même. Et si vous avez un contrôle déjà, donc une vitesse essentielle déjà incluse, plus elle sera grande, plus ce rush vis-à-vis de la nourriture, matérielle ou sexuelle, sera transformé, c'est-à-dire que au lieu de vous ruer sur le plat ou la chose que vous voyez sur l'objet du monde extérieur, eh bien vous allez transformer entre guillemets et vous allez dire non, c'est pas cet objet-là que je veux, j'ai une envie, j'ai une pulsion, mais je vais peut-être réfléchir un petit peu avant au lieu de me précipiter pour pouvoir changer. Alors la vitesse à laquelle votre motif va changer sera la même, que ça soit sans réflexion vis-à-vis du désir extérieur, que vous souhaitez, ou du désir que vous allez construire, entre guillemets, c'est-à-dire vis-à-vis duquel vous allez apporter des valeurs, des valorisations. Donc, vous voyez qu'avec d'une part l'énergie, d'autre part la quantité de mouvement, on va avoir les équations nécessaires pour faire les calculs afin de comprendre comment nous avançons. Alors, sur l'essentiel et l'accidentel, c'est-à-dire cet échange dont je vous ai parlé, cette énergie essentielle qui est l'union, l'intégration entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est cette réunification obligatoire. Et dès que vous l'avez, eh bien vous avez envie de faire quelque chose, et quand vous faites quelque chose, vous allez tomber dans l'accidentel, parce que quand on fait quelque chose, eh bien ce quelque chose, il est extérieur à nous, donc il est accidentel. Eh bien vous allez avoir d'une part, si ça c'est le niveau dans lequel normal, je dirais, dans lequel on est, eh bien ce qui est au-dessus c'est une survalorisation, ce qui est en dessous c'est une sous-valorisation. Alors si c'est votre évaluation de vous vis-à-vis de vous-même, eh bien là c'est une survalorisation de vous par rapport à ce que vous êtes, c'est une vanité. Et ça, en dessous, c'est une culpabilité exaltée. Mon Dieu, je ne suis pas à la hauteur de ce que j'aimerais être. Donc vous voyez que déjà, de façon essentielle et faussement essentielle, vous avez une évaluation de vous-même. Et il y a un rapport immédiat entre la vanité et la culpabilité exaltée. Tout ce qui est exaltation va se transformer en inhibition. Tout ce qui est inhibition va se transformer en exaltation. Ça, c'est votre vision de vous vis-à-vis de vous-même. Mais de l'autre côté, il y a cette évaluation de vous vis-à-vis des autres. Et là, vous allez avoir de nouveau soit la survalorisation, soit la sous-valorisation. Alors, vous allez avoir les accusations vis-à-vis de la vie, vis-à-vis des autres, tout comme vous allez avoir la sentimentalité. Et là encore, vous allez avoir un rapport d'exaltation et d'inhibition de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ça, c'est ce qui va bouger en permanence. Et vous voyez, les motifs vont commencer à bouger. Mais entre vous et vous-même, et vous et les autres, vous allez avoir aussi des allers-retours entre l'essentiel et l'accidentel. Ce qui explique bien que notre énergie essentielle et notre énergie accidentelle sont en lien, puisque même dans le calcul, là c'est le faux calcul de satisfaction, eh bien il y a cet aller-retour permanent entre l'essentiel et l'accidentel. Donc, ce que je voulais, je vais m'arrêter là, mais là vous avez l'essentiel,
de ce que Diel a proposé. Et ce dont les cours sont faits, c'est cette explication et cette mise en équation qui n'est pas... pourquoi cette mise en équation? Tout simplement parce que c'est mon langage et c'est ma formation, d'une part, et d'autre part parce que je fais ces cours dans plusieurs pays différents, avec des cultures différentes, avec des langues différentes. Eh bien, croyez-moi, c'est tellement plus agréable d'avoir une seule écriture, avoir une seule formule, ça devient universel, comme les lois. Un être humain, c'est un être humain, peu importe sa culture, peu importe son lieu géographique, peu importe sa langue, peu importe ses conditions, il aura son fonctionnement psychique sera toujours soumis aux mêmes lois. Mais comme vous avez vu précédemment, c'est pas parce que ces lois sont c'est pas parce que ces lois sont les mêmes pour tout le monde que les réactions sont les mêmes pour les gens, parce que leur élan sera différent. Et